encerclé par une chaîne de montagnes que dans les plus profonds des terres qui y avaient été bâties, y était une maison, une petite maison, dans laquelle on pouvait voir qu'à l'extérieur, les fenêtres étaient allumées. À l'intérieur de cette maison réfugiait une famille seule, unie, qui ne s'attendait pas à ce qu'un sort maléfique et terrifiant leur tombe dessus. Le jour de leur emménagement, ils ont vu cette maison comme un nouveau départ. Ils ont emménagé, au beau milieu des roches, des fossés, des montagnes, des arbres, des prairies, des plaines et des prés. Ils ont emménagé, au beau milieu de tout cela. Ils ont découvert un nouveau départ, une vie calme, une vie sereine, dans une grande maison, petite par rapport aux montagnes, mais grande par rapport à eux. Cette grande maison blanche, grande par rapport à eux, mais petite par rapport à la chaîne de montagnes, était entourée de montagnes qui ne cessaient de grandir lorsqu'on s'en approchait. Les arbres autour renfermaient la faune et la flore, des corbeaux et des corneilles, des rapaces, des vautours qui volaient en cercle autour de la maison. Le soir venu, la lune, la pluie faisait son apparition. Il y avait cette montagne qui ne cessait de grandir. Il y avait cette autre montagne qui ne cessait de s'éloigner. Tout autour d'eux, les montagnes qui encerclaient la maison étaient une chaîne de montagnes immenses, qui pour eux était plus petite que ce qu'ils pensaient. Cette chaîne de montagnes qui les encerclait, était plus petite que ce qu'elle ne paraissait. Mais à vue d'œil, pour un être humain tel qu'eux, elle paraissait immense, interminable, grande, et elle encerclait la maison. Cette maison qui paraissait si petite, on pouvait se sentir si seul des fois. Des fois, on pouvait se sentir si seul entre cette chaîne de montagnes dans laquelle on se sentait renfermé, seul, petit, impuissant. Et elles, les montagnes, qui se sentaient grandes, puissantes, qui avaient de l'allure, qui étaient grandes, qui montraient de la puissance. Par rapport à cela, on se sentait parfois seul, entouré d'une chaîne de montagnes, entouré de rapaces qui survolaient notre maison, des corneilles qui formaient des groupes dans l'air, des groupes d'oiseaux. On pouvait voir des auras d'oiseaux qui se formaient dans le ciel, de grands auras noirs qui se déplaçaient en groupe, des oiseaux qui se déplaçaient, des cris de corneilles et parfois des corbeaux dans notre jardin. Les rapaces qui, à toute allure, foncèrent sur leur proie, afin de la prendre dans leurs griffes, de les amener dans leur nid et de les manger vivants. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que dans cette maison, la loi de la nature était la même qu'à l'extérieur autant qu'à l'intérieur. Les rapaces qui jonchèrent les montagnes, qui jonchèrent les côtés emblématiques de ce qui pouvait paraître être la chaîne de montagnes, les rapaces qui tournèrent en rond autour des montagnes, autour de la chaîne de montagnes, qui était emblématique par rapport au paysage qu'il y avait à l'extérieur. Ils tournaient en rond tout autour, traquant leur proie qu'il y avait à terre. De petites bestioles qu'il y avait par terre, de petites souris, de petits lapins, de petits gibiers qu'il y avait par terre, qui couraient, qui se cachaient, et qui plus est, étaient encore en vie. Lorsqu'ils étaient encore en vie, tous ces petits gibiers, toutes ces petites bestioles qui couraient, qui se cachaient dans les herbes, qui trouvaient un refuge sous un arbre, sous une souche d'arbre, ou encore à l'intérieur d'un arbre malade, grimpant jusqu'à la cime, les rapaces, eux, continuaient à tourner.
Tant qu'il ne trouvait pas de proie, il continuait à tourner. Ce soir-là, dans la maison, la mère du jeune enfant a donc été vers le dernier interrupteur de la maison pour éteindre la dernière lumière. Elle a été vers le dernier interrupteur de cette maison pour y éteindre la dernière lumière, entendant les corbeaux à l'arrière de la maison. Entendant les corbeaux à l'arrière de la maison. À l'avant de la maison, il y avait une mare, un petit étang, une sorte de petit lac qui avait été fait naturellement par la nature, dans lesquels on pouvait entendre croasser les grenouilles et les crapauds. Elle sortit, elle regardait alors la maison de l'extérieur, par laquelle elle vit que chaque fenêtre était éclairée, dont la fenêtre du dessus. Elle était sortie, et elle regardait les lumières de l'extérieur. De l'extérieur, elle vit les lumières qui étaient éclairées, les lumières des lampes intérieures qui éclairaient les fenêtres. Qui plus est, de l'extérieur, les fenêtres de chaque maison avaient l'air d'être éclairées tout bonnement, comme si chaque pièce à l'intérieur il y avait un soleil. Comme si à l'intérieur de chaque pièce il y avait un soleil. Ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque pièce éclairée renfermait un secret. Il ne savait pas que chaque pièce éclairée renfermait un secret, jusqu'au jour où, lorsqu'il voulut éteindre les lumières de sa chambre, le jeune garçon s'est endormi, s'est mis dans son lit. Il s'est endormi après avoir éteint la lumière, et soudainement, en pleine nuit, lorsqu'il était en train de perdre conscience, de s'endormir, que le sommeil peu à peu prenait le pouvoir sur lui, lorsque le sommeil peu à peu prenait le pouvoir sur lui, qu'il était en train de s'endormir, soudainement, la maison plongée dans le noir, on put entendre les bruits d'un petit enfant courir à travers la maison, courir dans les escaliers, les remonter, les redescendre, et ainsi de suite. On put entendre les bruits de cet enfant courir dans les escaliers, les remonter, les redescendre. On put l'entendre rigoler, pleurer, jouer. Cet enfant courait dans les escaliers, jusqu'au moment où le soir, ce jeune garçon qui s'était endormi se réveilla en sursaut. Assis sur son lit, il avait entendu des bruits de pas à l'extérieur. Il prit alors la lampe de poche sur le côté. À côté de lui, sur sa table de chevet. Il alluma la lumière pour voir tout d'abord s'il y avait quelque chose. Il rééteigna la lumière, et la lampe de poche qu'il avait pris près de lui dans son lit, il l'alluma. Il faisait nuit noire. La maison était plongée dans l'obscurité. Il était sorti de sa chambre. Il avait tout d'abord mis les pieds à terre, retiré sa couverture, et il s'était levé. Il avait commencé à marcher. Le parquet grinçait. Dehors, on pouvait entendre les vitres qui étaient en train de craquer, les vitres qui se fissuraient et qui craquaient, les arbres qui entre eux se bousculèrent les uns contre les autres, les branches qui se bousculèrent les unes contre les autres, faisant des grincements et des craquements insoutenables et insatiables, les branches à l'extérieur qui étaient en train de craquer et de se bousculer les unes contre les autres. On put entendre soudainement les arbres à l'extérieur craquer, le tonnerre qui était en train de faire surgir du ciel des éclairs blancs et lumineux qui, en un fragment de seconde, ces éclairs à l'extérieur pouvaient tout aussi bien atterrir par terre et faire brûler la cime d'un arbre que faire tomber un arbre dans la forêt, qui résonnèrent et qui faisaient résonner un écho à travers toute la chaîne de montagnes. Cette chaîne de montagnes qui faisait résonner les échos de la forêt à travers la maison qui se trouvait au beau milieu, à travers cette maison dans laquelle on se sentait si abandonné, si petit, si impuissant. Ce soir-là, il s'est levé, et il entendit l'écho d'un tonnerre, d'un éclair
qui descendèrent du ciel, qui touchèrent la cime d'un arbre, et qui firent de la fumée au loin, comme quoi un arbre était tombé sur un autre. Et ces deux arbres qui s'étaient percutés, avaient soudainement pris feu, lorsque l'un qui avait été percuté par le tonnerre était tombé par terre. La cime était en feu, la cime de l'arbre qui était tombé, qui s'était fissuré, était tombée aux racines du second arbre, qui lui-même avait pris feu avec l'autre arbre qui était par terre. Soudainement, la pluie vint à faire la surprise. La pluie vint à faire la surprise de rentrer en scène. Elle rentra en scène, et la pluie qui entra en scène, dans la chaîne de montagne, fit monter les eaux. La pluie qui entra en scène, elle-même, fit monter les eaux, par-delà le lac qu'il y avait au beau milieu de la chaîne de montagne, il y avait un lac abandonné, dans lequel il y avait des bateaux, des barques, qui y avaient été abandonnés. Je me souviens qu'il y avait une barque qui avait été abandonnée, qui avait été trouée. Cette barque était en bois. Elle était en bois. Mais la pluie, avec le temps, qui tombèrent dessus, qui remplissait le lac, avait fait monter encore et encore les eaux qui avaient envahi cette barque jusqu'à l'intérieur. Jusqu'à l'intérieur du lac, cette barque avait été envahie par les eaux. Cette barque avait été envahie par les eaux. Elle avait été envahie par les eaux, mais je me souviens que dans cette barque, il y avait surtout une petite famille de ratons laveurs qui y vivaient. Ils avaient dû fuir, ils avaient dû partir dans la forêt. Ils s'étaient abrités dans le même arbre qui avait été frappé par les éclairs, par le tonnerre. Ce même arbre qui avait été frappé par les éclairs et par le tonnerre, une fois, s'est mis à brûler. Cette famille de ratons laveurs, ensuite, je ne l'ai plus entendu. Je ne sais plus où ils sont allés. Un soir, j'ai entendu gratter dans mon armoire. Je me suis dit que c'était eux. Je me suis levé, j'ai pris ma lampe de poche. Et comme à mon habitude, lorsque j'entendais des bruits suspects, j'ai été voir. Et j'ai ouvert et entrouvert la porte. J'ai regardé, il n'y avait rien. Je me suis rendormi, j'ai marché de l'autre côté de la pièce. Rejoignant mon lit, j'ai éteint ma lampe de poche. Je l'ai déposé, la lumière et la lampe, contre la table. Ensuite, je me suis rendormi. J'ai entendu ensuite un jeune garçon rigoler, comme s'il m'observait. J'ai entendu ce jeune garçon rigoler. Ensuite, j'ai entendu frapper des mains. Je me suis levé, je me suis saisi. J'ai alors suivi ses pas, des pas qui apparaissaient sur le sol, que j'ai commencé à suivre. Des pas de jeune garçon, on aurait dit des empreintes de pieds, comme si ce jeune garçon courait pieds nus. Je l'ai entendu dans toute la maison, je l'ai poursuivi, jusqu'à ce que je puisse voir ma mère endormie dans un rocking chair. Je pus voir ma mère endormie dans un rocking chair, mais à côté d'elle, j'ai remarqué un jeune garçon. La peau pâle, les yeux noirs. Il avait des veines noires qui sortaient en dessous de ses paupières, en dessous de ses yeux, par-dessus ses paupières. Sur son front, il y avait des veines noires. Il avait la peau pâle. Il ne disait rien. Il avait beau crier, aucun son ne sortait. Il avait l'air menaçant. Il avait l'air terrifié. Il avait l'air d'être seul et abandonné. Il avait l'air d'avoir subi un sort injuste qu'on lui avait donné, qu'on lui avait infligé. Ce sort injuste qu'on lui avait infligé, qu'on lui avait donné, je cherchais à comprendre ce que c'était. Je l'entendais dans les armoires comme s'il cherchait quelque chose, comme s'il cherchait à se cacher. Comme s'il cherchait à aller quelque part, à trouver un portail pour retrouver sa dimension. Était-ce un fantôme? Je ne le savais pas. Je ne l'avais jamais entendu, je ne l'avais jamais connu, je ne l'avais jamais vu auparavant. Je n'avais pas essayé de faire connaissance avec lui, mais lui essayait de faire connaissance avec moi. Tous les soirs, il entrait dans ma chambre. Tous les soirs, il me regardait. Un jour, je l'ai vu. Il s'est assis à côté de moi. À côté de ma chambre, il y avait un grand piano. Qui était ouvert. Ce soir-là, ce piano qui était ouvert, je l'ai vu s'asseoir.
juste devant, et j'ai commencé à voir ses doigts se mettre en araignée sur le clavier. Il a commencé à jouer un air, très calme, très pur, mais derrière cet air très pur et si calme, il y avait une puissance, une rage, une haine et une violence que je ne pouvais décrire. Il y avait une violence, une haine et une rage que je ne pouvais décrire derrière ces sons et derrière ces notes de piano qu'il jouait. Incessamment, tous les soirs, il venait et il faisait quelque chose de différent. Voulait-il me faire passer un message? Je n'en étais aucunement certain. Un jour, je l'ai vu. Il était à la fenêtre. Il était assis à la fenêtre. Il m'a regardé. Je me suis levé. C'était le soir. J'étais sur le point d'éteindre les lumières. Je l'ai vu à la fenêtre. Et ce garçon m'a regardé. Il était assis sur le bord de la fenêtre. Cette fenêtre en bois qui tenait à peine, il était assis dessus. Il tenait, alors que moi, en tant que jeune garçon, tout comme lui, si je m'asseyais à cette fenêtre, je tombais. C'était la chute. Lui, lorsqu'il s'est assis sur cette fenêtre, il a réussi à se mettre debout. Il a regardé le vide. Il s'est assis. Il a tourné la tête vers l'intérieur de la chambre. Il m'a regardé. Il m'a souri. Il m'a fait un geste de la main. Il m'a regardé sagement avec ses yeux noirs. Des veines noires ont commencé à apparaître sur son visage. Des veines noires ont commencé à apparaître sur son visage, des veines apparentes que j'ai remarquées plus tard. Il avait de la colère en lui, de la rage, il voulait me montrer quelque chose. Il a alors sauté, il s'est laissé tomber dans le vide. J'ai couru le plus vite que je pouvais à travers les escaliers. J'ai donc traversé toute la maison, j'ai couru à travers les escaliers, je suis descendu, j'ai traversé la porte, je l'ai ouverte, je suis arrivé dans le jardin. Je n'ai vu aucun corps, je n'ai vu aucun enfant. J'ai vécu un cauchemar pendant 1 an. J'ai couru après cet enfant, j'ai essayé de le comprendre, de le voir, de pertinemment savoir ce qu'il voulait. Il faisait apparaître des traces de sang sur les murs, il faisait apparaître des messages, il venait dans mon lit la nuit, il me regardait. Un jour, il s'est même mis à côté de moi lorsque je dormais. J'entendais une respiration alors que profondément je commençais à m'endormir. Je n'ai jamais su qui était ce garçon. Lorsqu'il a sauté par la fenêtre, je n'ai vu aucun corps. J'ai couru dans la forêt pour comprendre qui il était, car j'avais entendu des bruits de pas se diriger vers la forêt. Au moment où les bruits de pas ont disparu, j'ai remarqué qu'il y avait une pierre tombale juste en face de moi. Cet enfant avait été injustement torturé, avait été injustement tué par sa propre mère, qui avait été injustement forcée de le faire. Sa tombe était à côté de celle de sa mère. J'ai regardé alors leurs 2 noms. C'était mon nom, et c'était le nom de ma mère. J'ai compris pourquoi ma mère n'était jamais là. Ma mère avait forcé à me tuer. Ma mère avait été forcée à me tuer. J'étais mort, et je me pourchassais, comme si c'était mon propre enfer, enfermé dans cette maison, autour d'une rivée de montagnes. Enfermé dans cette maison, autour d'une rivée de montagnes, d'une chaîne de montagnes dans laquelle je me sentais seul, renfermé et impuissant, petit. Je me pourchassais moi-même. Je ne savais pas encore que j'étais déjà mort. Mais à l'intérieur de cette maison, remplie de secrets, à l'intérieur de cette maison, j'ai compris que ma mère m'avait tué injustement, avait été forcée à le faire. J'ai vécu parmi les morts pendant tellement longtemps que je ne savais même plus que je l'étais. L'enfer, c'est ça. C'est ne pas savoir qui on est quand on vit parmi les morts, qu'on oublie qui on est, qu'on ne sait même plus ce qu'on fait et qu'on ne sait plus où on va, lorsqu'on découvre qui on est et qu'on avait totalement oublié notre existence. On comprend que les secrets les plus sombres sont souvent devant nos yeux.